Bon, je sais pas si tu as vu ça. Limoges, la plus belle gare de France cette année. D'après l'article de France 3 et de France Bleu, on est largement devant Saint-Brieuc et largement devant Troyes. J'ai jamais vu la gare de Troyes. Tu as déjà vu la gare de Troyes? Jamais. Non. Bon, 15 000 voix et Saint-Brieuc deuxième avec 11 000. Alors j'ai pas bien compris si c'est qu'ils avaient enlevé Metz de la compétition. Il y a enfin une justice comme quoi, hein, des fois on peut se battre et puis voilà. Enfin ça tombe, donc ce n'est que mérité. Voilà, meilleure, plus belle gare de France. Enfin. Bon. Ça fait depuis des semaines et des semaines qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse une vidéo. En plus maintenant tout le monde fait des vidéos, donc on se dit que si on n'est pas régulier, on va vraiment plus nous regarder quoi. Donc l'idée c'était d'en faire toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Finalement on n'en a pas refait, je crois, depuis l'été, non? Depuis l'été, ouais. Depuis l'été on n'avait pas fait de vidéo. Donc voilà, on est le 10 octobre, on a un mois de retard et donc on vous fait un nouveau carnet de modé. Bon, dans l'actualité quand même, le premier point en ce moment, c'est les pénuries d'essence, pénuries de carburant. Alors pourquoi il y a ces pénuries-là? Et ces pénuries-là parce qu'en fait en ce moment il y a des grèves, chez Exxon et chez Total notamment, et qu'ils ont décidé de se faire entendre. Et donc vu que ça fait des mois et des mois qu'on entend que leurs patrons dans leur boîte gagnent des milliards d'euros et qu'eux ils ne voient rien ou presque rien sur les fiches de paie, ils ont décidé de se faire entendre. Franchement, ils ont raison. Ils ont raison, et je sais que il y en a qui disent, alors c'est souvent, hein, là on voit la petite musique qui commence à arriver, est-ce qu'il faut pas réquisitionner les travailleurs des raffineries, est-ce qu'il faudrait pas les obliger à travailler, c'est quand même, ils font grève mais en fait ils font chier tout le monde, etc. Non, en fait les seuls qui font chier tout le monde dans cette affaire, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement et c'est les directions. C'est les directions qui veulent pas augmenter les salaires alors qu'ils font des bénéfices records, et c'est le gouvernement qui les contraint pas à les faire. Nous, ça fait des mois et des mois qu'on appelle à ce qu'il y ait une taxe sur les super profits pour ensuite financer, je sais pas moi, la santé, l'éducation, tout ce dont on a besoin à financer, et le gouvernement ne fait rien, ils ne veulent pas taxer. Bon, maintenant les salariés ils ont décidé de prendre les choses en main et de dire à Total, vous faites des milliards d'euros, c'est nous en plus, c'est grâce à nous que vous les faites, et on a décidé de vous forcer à partager. Donc ça fait 2 semaines qu'ils sont en grève. Ils demandent une hausse de 10% de salaire. Ça, il y en a plein qui vont me dire, ah mais c'est 10% quand même. Le PDG de Total, l'an dernier, il s'est augmenté de 50%. C'est-à-dire qu'ils demandent à peine un 1/5 de ce que le PDG de Total s'est mis dans les poches. Franchement, c'est pas grand-chose, 10% pour eux. Et ça revient, et quand je parlais du PDG de Total, c'est que quand même Total, ça fait des mois et des mois qu'on en entend parler. Exxon, un peu plus discret, mais bon, ça les concerne aussi. Ça fait des mois et des mois qu'on en entend parler. Parce qu'ils accumulent les milliards, c'était 10 milliards de bénéfices au premier trimestre 2022, donc c'est record absolu. Exxon, eux, c'était 5 milliards. En fait, on voit qu'il y a une double inflation en ce moment. Il y a une inflation des prix, donc avec 6% en général d'inflation, mais avec la bouffe qui part à 10-15%, les prix de l'essence, etc. Sauf quand le gouvernement décide de faire une espèce de ristourne, qui est payée par nos impôts d'ailleurs. Donc il y a cette inflation-là des prix. Et il y a l'inflation des profits, quand je parlais tout à l'heure du PDG de Total qui s'augmente de 50% et qui font 10 milliards de bénéfices, Exxon c'est 5 milliards de bénéfices. Il y a l'inflation des profits, mais la seule chose où il n'y a pas d'inflation, c'est les salaires. Il n'y a aucune indexation des salaires sur l'inflation, c'est-à-dire que la vie augmente, mais les salaires n'augmentent pas et on dit aux gens, ouais faut pas se plaindre quoi. Et en plus là, je vois que chez Total, on leur dit, oui vous avez eu 3% d'augmentation. Mais l'inflation c'est 6%. Donc ça veut dire que si on augmente de 3%, ça suit même pas la hausse des prix. Donc il y a des bonnes questions à se poser, et voilà, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Donc il y a des conséquences à cette grève, c'est vrai. Mais les seuls responsables à nouveau, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, et c'est Total, ses actionnaires et Exxon qui veulent pas augmenter, et le gouvernement qui veut pas les forcer à le faire. Donc si aujourd'hui c'est les seuls responsables, c'est à eux qu'il faut s'en prendre et non pas aux grévistes de chez Total ou d'Exxon. Et d'ailleurs on va vous partager là juste en dessous une cagnotte, parce que la grève ça coûte, hein. Pour eux ça leur coûte de l'argent. Donc il faut financer, si vous le pouvez, faites un don, voilà, pour qu'ils puissent être aidés un petit peu et qu'ils perdent pas trop durant leur grève. Donc voilà, faut les soutenir. Et là, je vous mets le lien de la grève. Enfin, je dis mais c'est Alexandre qui va le faire. Mais on va vous mettre aussi le lien dans la description pour aller soutenir la caisse de grève. Mais c'est vraiment important, et surtout, moi ça fait, alors je sais pas si vous c'est le cas, mais je sais que ça fait des années, moi dans ma famille, et pourtant c'est pas des gauchos, hein, ou d'autres. J'ai des proches qui disent oui mais il faudrait qu'ils se mettent en grève, ceux qui tiennent les raffineries, au moins là ils se feraient entendre. Et là ils ont décidé de se faire entendre. Et moi je pense que quand ils décident de se faire entendre, alors que tout le monde dit que c'est aussi le nerf de la guerre, hein, l'essence, je pense qu'il faut aller les soutenir, il faut les aider.
Donc si vous le pouvez, soutenez-les. Moi je fais, je prends ma part. Il faut que, voilà, si chacun le peut, et bon, ceux qui peuvent pas, évidemment, vous pouvez pas. Bon, rien à voir avec l'essence, quoique, ça pourrait. Deuxième chose dont je voulais vous parler, en fait, on va essayer de faire la vidéo assez courte. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais l'idée c'est de pas refaire 30 minutes comme la dernière fois. Le rapport Allo Ségur. Bon, je sais pas si vous voyez, peut-être qu'on pourra zoomer. Alors, Allo Ségur, qu'est-ce que c'est? Donc, le rapport il sort le 19 octobre, si c'est pas décalé, parce que ça a été décalé déjà 2 fois. C'est avec ma collègue Nathalie Oziol, qui est co-chef de file sur le rapport, avec d'autres députés de toute la France. On a décidé d'aller dans tout, ou presque, en tout cas dans tout un tas d'hôpitaux ou d'établissements de santé en France, pour pas découvrir, parce qu'en réalité on les connaissait, mais pour voir les conditions de travail dans lesquelles bossent nos soignants, nos médecins, et dans lesquelles sont accueillies les conditions de l'hôpital public en général. Bon, ce qu'on y a vu, en vérité, c'est un peu ce qu'on avait déjà vu avant. Bon, en tout, on a fait, je crois, 70 visites, 500 témoignages ont été recueillis, tout a été remonté, moi avec ma collaboratrice Gaëlle, mais aussi avec des collaborateurs et collaboratrices d'autres députés. Je pense à Arnaud qui bosse avec Charlotte Leduc, je pense à Ounce qui est du Livret Santé, je pense à Félicie qui bosse avec Pascal Martin. Voilà, après on a recensé tous les témoignages et on a rédigé donc ce rapport Allo Ségur avec Nathalie Oziol aussi qui fait une cinquantaine, là c'est en gros, mais sinon il fait une cinquantaine de pages. Et aussi nous ont aidé Christophe Prudhomme, Karim Kelfaoui et Sabrina Ali Ben Ali qui font partie du livret santé de la France Insoumise. Donc voilà, merci à elle et à eux. L'objectif pour nous maintenant, c'est de mettre à l'agenda cette question-là, la question de la santé. Je vous prends des exemples, mais comment ça se fait qu'après 2 ans de pandémie, après cet été qui a été glaçant, à Limoges, il y a un article qui est sorti dans le Popu, on va vous le mettre aussi en description, le Populaire du Centre, d'une dame qui a attendu 27 heures aux urgences. Là, il y a encore eu plan blanc la semaine dernière. Comment ça se fait qu'avec tout ça, on puisse apprendre dans la presse qu'ils ont fermé 4300 lits en 2021? Donc 4300 lits d'hospitalisation complète, parce qu'à chaque fois ils vont dire oui mais c'est l'hospitalisation complète, c'est pas pareil. Mais en fait, hospitalisation complète c'est que ça coûte cher, ambulatoire ça coûte moins cher, donc ils décident de fermer des lits d'hospitalisation complète, et puis un jour quand on a besoin de plus de monde à l'hôpital, on se rend compte qu'il n'y a plus assez de lits. Et donc sur cette question-là, nous on se demande comment ça se fait. Et en tout, Macron, depuis le début de son premier mandat, c'est 21 000 lits fermés. Il a doublé le score de François Hollande, pas le record, parce que Sarkozy avait fait mieux. Mais il a doublé le score de François Hollande, il fait 21 000 lits fermés. Et je me souviens, moi j'étais allé le voir quand il était passé à Saint-Léonard de Noblat, pour lui donner ces chiffres. Il me disait mais non c'est faux, c'est du mensonge. Il ferait mieux d'aller au CHU, il y a 15% de soignants qui sont absents. Oui. Ils sont tous en burn-out. Et là-bas on sent directement les effets de votre politique. Vous avez fermé 17 900 lits en 4 mois, que vous êtes 5 700 lits. C'est très politisé. Bah oui, mais c'est au moins on voit les effets de votre politique. Bien sûr. Les soignants sont absents, et même l'an dernier en plein Covid, 5 700 lits fermés. Et en fait, on s'est rendu compte, l'adresse persiste et signe, oui, ils ont fermé maintenant 21 000 lits d'hôpitaux en 5 ans. Donc, on voit ça, on se dit, mais comment ça se fait? Et en fait, pire. Alors là, pire. La semaine dernière, il y a eu un plan blanc à l'hôpital de Limoges, au centre hospitalier. Moi, j'ai reçu un message qui me disait, plan blanc à l'hôpital, et en m'expliquant, là, il ne s'est pas passé grand-chose, juste en fait, on a 50, 80 patients dans les urgences, et on n'arrive plus parce qu'on n'a plus assez de soignants. Donc ça c'était le plan blanc. Mais la veille, j'étais en commission des finances, parce que je siège à la commission des finances, c'était la loi de programmation des finances publiques 2022-2027. Donc en gros combien on va donner d'argent sur cette période-là. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Ils veulent faire des économies sur l'hôpital. Ça c'est incroyable, c'est incroyable. En fait l'ONDAM, qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est un peu technique, mais pour la faire courte, l'ONDAM, c'est l'objectif des dépenses, donc ça veut dire plus l'ONDAM est bas, moins on a décidé d'investir dans l'hôpital, plus l'ONDAM est haut, plus on a investi. Tous les ans, on dit qu'il faudra à peu près l'augmenter de 4% par an, parce que les besoins de santé augmentent, donc il faut augmenter de 4% par an. Ça n'est jamais augmenté de 4% par an, ou presque, sauf pendant le Covid. Ça a été augmenté de plus, évidemment, il y avait des besoins urgents. Tous les ans, en fait, ils augmentent de 2, 1, 2,5%, et en fait, ils font des économies. Il y a un article de Marianne qui explique que c'est comme ça qu'en 10 ans, ils ont fait 11 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital. Bon, là on sort du Covid, on sort des urgences tout l'été avec la mission flash de François Braun, etc. Et là on tombe sur quoi? On tombe sur le fait qu'ils veulent donc faire des économies sur l'ONDAM, donc l'objectif des dépenses. Les économies, c'est... En gros, ils veulent passer en dessous des 3% à l'horizon 2023-2024. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut augmenter de 4%, mais eux, ils vont augmenter de plus de 3%. C'est une réduction de 40%
de l'objectif, donc en fait il faut encore des économies. Donc moi je leur ai dit mais j'espère que vous avez passé un bel été, parce que les soignants n'ont pas passé un bel été, et vraisemblablement l'été qu'on leur promet il va être encore plus pourri. Et c'est ironique, mais c'est-à-dire que la veille on vote ça, le lendemain plan blanc à l'hôpital de Limoges. Et en fait les plans blancs ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier, les plans blancs, les situations de tension. À mesure qu'ils baisseront le budget pour les hôpitaux, eh ben ils nous condamnent à avoir des plans blancs, des services d'urgence saturés, etc. Et à ce nouveau, moi je veux le dire, mais courage aux soignants et aux médecins qui se battent, mais il y a un moment donné, il faut aussi que l'État il prenne sa part. Et il va falloir mettre l'argent. Il va falloir remettre de l'argent et arrêter les plans d'économie. Aujourd'hui, la santé, c'est un bien commun à toutes et à tous. Et les soignants, ils ont beau se battre, si l'État ne fait rien, ça peut pas tenir. Ils peuvent pas tenir à bout de bras les carences de l'État. Donc à un moment donné, il faut se réveiller. Nous, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc on va essayer de porter ça, de demander des augmentations de salaire, de demander des ratios, faire en sorte qu'on recrée un cercle vertueux dans nos établissements de santé pour que tout le monde puisse y travailler convenablement, et aussi, surtout, pour que les patients puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Et donc, du coup, dans ce PLFSS, il y a aussi un tabou, moi j'ai l'impression, c'est la santé. Pourquoi je dis que c'est la santé? Parce que là, je viens de recevoir les réponses pour nos amendements, une grande partie sont irrecevables. Irrecevables, ça veut dire qu'en fait, soit ils n'ont pas de rapport avec le texte, soit ils créent une dépense. Et quand on voit le nombre d'amendements qui n'ont pas de rapport avec le texte, c'est-à-dire que des amendements sur les déserts médicaux, des amendements sur l'hôpital, sur les soins, sur la prévention, on nous dit c'est cavalier, donc ça n'a pas de rapport avec le texte. C'est-à-dire que c'est des textes, c'est tellement bridé, on peut même pas parler de la santé. Et ça, c'est un sujet. Ça, faudra leur montrer aussi à Braun, etc. C'est-à-dire qu'ils proposent un texte sur la santé qui planifie quel investissement on met dans la santé, mais dès qu'on parle de santé, eh ben non, ça marche pas. En fait, il faudrait parler que de pognon. Mais en même temps, ça compte. On parle aussi de pognon quand on parle des airs médicaux, etc. Donc ça, c'est vraiment un souci. Donc on va le remettre en avant. On va essayer de remettre ça devant. Mais voilà, c'est comment on arrive à jouer dans le cadre qui nous est posé à l'Assemblée nationale, qui est un cadre très très contraint. Bon, il y a le budget, le projet de loi de financement de la Sécu, et il y a le projet de loi de financement de l'État. Donc ce qu'on appelle le budget de l'État, où il y a une petite menace de 49.3. Ça se trouve quand sortira la vidéo, on aura déjà eu le 49.3. Bon, là-dessus, bon, à nouveau, hein, mais bon, il y a un des points quand même qui est le point saillant, c'est on continue, quoi. Il continue. Dans une précédente vidéo, on expliquait à quel point Borne elle avait dit qu'il fallait continuer, et là il continue. C'est-à-dire que bon, le point, c'est la baisse de la CVAE, qui est un impôt de production, donc c'est encore 4 milliards de perdus pour l'État. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a Gabriel Attal qui nous dit il faut arrêter avec le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, maintenant c'est le combien ça coûte. En vérité, c'est ni combien ça coûte, ni quoi qu'il en coûte. Depuis qu'on est sous Macron, c'est le quoi qu'il en perde. C'est quoi qu'il en perde, quoi qu'il en perde, quoi qu'il en perde. Depuis 5 ans, 6 ans, c'est 80 milliards d'euros que l'État a sacrifié pour les entreprises ou pour les plus hauts revenus. Il y a eu la suppression de l'ISF, de l'exit tax, qui du coup empêche la lutte contre l'évasion fiscale, et on vous montrera une vidéo, même les Républicains ils veulent le retour de l'exit tax, telle qu'elle était avant. La baisse des impôts sur les sociétés, la suppression des impôts de production, le CICE qui est un crédit d'impôt, en fait, en gros ils exonèrent de cotises plein de boîtes, c'est 20 milliards par an pour qu'elles embauchent, et en fait ça marche pas. Et avec tout ça, en fait l'État coupe ses moyens de financement, et après derrière nous dit bon bah maintenant faut faire des sacrifices et il faut retraite à 65-67 ans. Il faut avoir ça en tête. Il faut dire que non, on va pas aller travailler jusqu'à 65-67 ans, parce que maintenant Édouard Philippe 67, pourquoi pas 80, 90, après tout, pourquoi la retraite, ça sert à rien la retraite après tout, si on écoutait Édouard Philippe. Mais il faut se dire aujourd'hui que tout ça, s'ils nous le demandent, c'est parce que pendant des années, ils ont décidé de couper des financements, et ils ont fait des cadeaux et maintenant ils nous demandent de payer les cadeaux. Moi j'ai l'impression que c'est un État radin. C'est un État radin, mais radin avec l'argent des autres. C'est-à-dire qu'avec le sien, ils peuvent se permettre de donner un peu à tout le monde, et puis ensuite, quand c'est notre argent, eh ben ils disent ah non on vous en donne pas, en fait on a déjà tout donné aux entreprises, quoi. En fait ils font ce qu'ils veulent avec notre argent. Bon voilà. Bon, en tout cas c'était un petit topo rapide. Pour tout vous dire, donc en ce moment là on a une permanence à Ambazac. Je sais pas si au moment de la vidéo on l'aura déjà tenue, ou alors si elle n'est pas encore tenue, bah, c'est le 15 octobre. On a la permanence à Ambazac, et là en fait on est un peu coincé à Paris pendant plusieurs jours, parce que les week-ends on va siéger aussi sans doute pour la sécurité sociale, le projet de loi de finances, ce qui fait partie du boulot, hein, même si j'avoue moi c'est pas ce qui me ravit le plus de rester à Paris. Je préfère aller écouter les gens et faire remonter ensuite tous les mécontentements à l'Assemblée nationale. Mais donc voilà, pendant un petit temps on est moins sur la Haute-Vienne, mais ça avance quand même, puisque là on a eu notre permanence parlementaire qui c'est allé au 45 rue Cruveilhier à Limoges, c'est en face des impôts. Donc c'est la première permanence parlementaire. En ce moment elle est en travaux, du coup on essaie de retaper 2-3 trucs. Enfin c'est Benjamin, le collab en circo, qui s'en charge. Dans 10-15 jours ça va ouvrir.
Et voilà, on pourra toutes et tous vous recevoir. La permanence, je la partage avec ma collègue Manon Meunier qui est sur la 3e circonscription. Donc voilà, on pourra toutes et tous vous recevoir sans rendez-vous pour discuter de tout ce qui se passe et faire remonter les problèmes jusqu'à Paris. Parce que voilà, notre mission, c'est vrai qu'on n'a pas la majorité, mais le but c'est faire porter la voix des gens jusqu'à Paris. Et on essaie de le faire au mieux. D'ailleurs, si on ne le fait pas au mieux, n'hésitez pas à nous engueuler aussi. Et bon, d'ici à ce que la permanence ouvre, vous avez toujours le mail de Benjamin ou le mail de l'Assemblée, damien.modé@assemblée-nationale.fr pour nous contacter, ou sur tous les réseaux sociaux comme vous le faites déjà. Et bon, ben merci beaucoup. On va essayer de refaire une vidéo sous peu. On essaiera peut-être de faire plus court, mais toutes les 2-3 semaines. Et puis c'est tout quoi. En tout cas, à bientôt tout le monde. Salut.